Chapitre 1. L'homme qui a tout construit. Salvatore Garre se tenait sur le balcon de sa demeure construite sur mesure, regardant le lever du soleil peindre l'immense domaine de teintes dorées. À 38 ans, il imposait le respect partout où il allait. Non pas grâce à une fortune héritée ou à ses relations politiques, mais par sa force de volonté et une intelligence frisant la prédation. Son empire du bâtiment, Garre Holdings, était passé d'un simple bulldozer 15 ans plus tôt à une entreprise de plusieurs millions de dollars qui avait remodelé les horizons de 3 États. Les cicatrices sur ses jointures racontaient ses débuts, lorsqu'il avait personnellement géré des ouvriers qui pensaient pouvoir le duper. Le costume parfaitement taillé ne pouvait cacher la puissante carrure qui se cachait en dessous. Un homme qui avait construit ses premières fondations de ses propres mains et n'avait jamais oublié les leçons que le béton et l'acier lui avaient enseignées sur la permanence et les points de pression. Elisabeth Randall avait attiré son attention 12 ans plus tôt lors d'un gala de charité, non pas parce qu'elle était la plus belle femme de la salle, mais parce qu'elle était la seule à ne pas s'être immédiatement extasiée devant sa richesse évidente. Elle remettait en question ses opinions sur le développement urbain avec une intelligence vive et une véritable passion pour l'urbanisme. Architecte à l'époque, elle était ambitieuse et brillante, ses projets attirant son attention bien avant ses yeux verts. Leur cours était un choc de titans, deux fortes personnalités se tournant autour comme des loups pour établir leur domination. Lorsqu'elle accepta finalement sa demande en mariage, ce fut une victoire. Leur mariage fit la une de 3 magazines, non pas pour son extravagance, mais pour le couple puissant qu'il représentait. Elisabeth Garre devint sa partenaire à part entière en public, le visage sophistiqué de la fondation caritative Garre Holdings. Tandis que Salvatore bâtissait leur empire brique par brique, Dominique Garre, 7 ans, hérita des yeux gris acier de son père et de l'intelligence vive de sa mère. Le garçon avait une capacité déconcertante à décrypter les situations avec une clarté adulte, faisant souvent des observations qui interrompaient les conversations. Salvatore se reconnaissait dans le regard calculateur et l'assurance tranquille de son fils. Pendant que les autres enfants jouaient avec des jouets, Dominique étudiait les plans et posait des questions pointues sur l'effet de levier et l'intégrité structurelle. La famille Garre offrait au monde une façade parfaite. Le cabinet d'architecture d'Elisabeth s'était développé sous l'égide de Garre Holdings, concevant plusieurs de leurs projets commerciaux phares. Elle se spécialisait dans l'habitat urbain durable, un projet passionnant qui lui avait valu de nombreux prix et conférences. Leur maison, un chef-d'œuvre moderniste qu'elle avait elle-même conçu, était dotée de baies vitrées qui rendaient l'intimité impossible, sauf si quelqu'un voulait cacher quelque chose. Le plus proche allié de Salvatore était Kees Estu, son chef de la sécurité et ancien marine, qui avait effectué 3 missions avant de rejoindre Garre Holdings. Kees comprenait la loyauté en termes absolus et avait aidé Salvatore à affronter les menaces, tant juridiques que physiques, lors de leur expansion rapide. Les deux hommes partageaient un lien tacite, forgé dans un respect mutuel et mis à l'épreuve par des années de difficultés qui auraient brisé des partenariats moins importants. Mais l'atout le plus dangereux de Salvatore n'était pas l'expertise tactique de Kees ni son sens des affaires. C'était sa mémoire. Il se souvenait de chaque affront, de chaque trahison, de chaque instant d'irrespect avec une clarté photographique. Il avait bâti sa réputation sur un respect absolu de sa parole, mais aussi sur le fait de s'assurer que ceux qui le trahissaient le regrettent profondément. D'anciens concurrents qui tentaient de faire baisser ses prix ont vu leurs permis mystérieusement retardés, leurs ouvriers débauchés, leur financement soudainement compliqué. Il n'a jamais enfreint la loi, mais il l'a vécu jusqu'à ce qu'elle devienne criante. Le secteur de la construction lui a donné de dures leçons sur la nature humaine. Salvatore a appris très tôt que la confiance était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre, que tout partenariat nécessitait une assurance et que l'information valait plus que de l'or. Il s'était constitué un réseau de contacts dans l'urbanisme, la banque et les forces de l'ordre. Non pas par la corruption, mais par l'intérêt mutuel et un respect méticuleux. Ce matin-là, comme chaque matin depuis 7 ans, Elisabeth l'a embrassé pour lui dire au revoir à 7h15 précise avant de se rendre à son bureau en centre-ville. Dominique lui a serré les jambes avec une force surprenante avant que Madame Elena Carr, leur gouvernante, ne l'accompagne jusqu'aux portes de l'école privée. La routine était parfaite, prévisible, sûre. Salvatore Garre contrôlait chaque aspect de son monde avec une précision mécanique. Il croyait en la planification, la préparation et la certitude absolue que le succès venait à ceux qui éliminaient les variables. Il avait construit sa vie comme l'un de ses bâtiments. Des fondations solides, une ingénierie soignée et des systèmes de sécurité redondants. Il ignorait que la perfection même de son contrôle avait créé les fissures qui allaient bientôt tout faire s'écrouler. Chapitre 2. Des fondations qui craquent. Le SMS arriva à 14h47 un mardi,
alors que Salvatore examinait les plans architecturaux d'un nouveau projet de casino à Atlantic City. Le numéro était bloqué, mais le message était clair comme de l'eau de roche. Vérifiez la caméra du parking de l'immeuble de votre femme. Niveau B2, emplacement 47. Aujourd'hui, jeudi dernier et il y a 3 semaines, Salvatore fixait l'écran de son téléphone, l'air inchangé. Case Estu, assis en face de lui, remarquait la tension soudaine dans les épaules de son patron. Salvatore avait bâti son empire sur l'information. Il en comprenait le pouvoir et le danger. Quelqu'un lui offrait un savoir susceptible de détruire son monde, et son premier réflexe fut d'en remonter la source. « Case, j'ai besoin que tu passes un appel », dit doucement Salvatore en posant son téléphone. « Votre contact à la sécurité des bâtiments du centre-ville. Nous doit-il encore de l'argent pour le problème de permis de l'année dernière ?» Moins d'1 heure plus tard, Case revint avec une clé USB et un air sombre. « Patron, ça ne va pas vous plaire. » Les images de sécurité étaient d'une clarté accablante. La BMW argentée d'Elizabeth se gara à la place 47, suivie quelques minutes plus tard par une Mustang noire. Curtis Moreau en sortit, grand, mince, avec l'assurance naturelle d'un homme 2 fois plus jeune que Salvatore. Salvatore le reconnut immédiatement. Comité d'urbanisme a approuvé nos modifications à l'étude d'impact environnemental initiale. Nous devrions terminer le projet 18 mois plus tôt. Salvatore acquiesça avec satisfaction. Le projet de Baltimore était le 7e projet de logement durable construit grâce à la propriété intellectuelle volée d'Elizabeth et Curtis. Chaque projet portait des plaques commémorant l'innovation de Gara Holdings, garantissant que leur héritage architectural serait à jamais associé à l'entreprise qu'ils avaient trahie. Elizabeth avait disparu 6 mois plus tôt, abandonnant ses obligations de libération conditionnelle et disparaissant du foyer de transition sans explication. L'enquête de Raymond Mitchell suggérait qu'elle s'était enfuie au Mexique, travaillant peut-être illégalement contre rémunération dans des destinations touristiques où les vérifications d'antécédents n'étaient pas courantes. Sa disparition violait les conditions de libération conditionnelle fédérale, faisant d'elle une fugitive passible d'arrestation immédiate dès sa découverte. Curtis avait résisté plus longtemps dans la société, mais avait connu un effondrement plus dramatique. Son addiction au jeu s'était intensifiée sous le stress de la pauvreté et de l'exil social, l'amenant à s'endetter davantage auprès de créanciers de plus en plus dangereux. 3 mois auparavant, il avait été retrouvé battu et inconscient dans un parking d'Atlantic City. Ses blessures suggéraient un recouvrement de créances professionnelles plutôt qu'une violence aveugle. Le patron Case a poursuivi, Curtis Moreau est décédé hier à l'hôpital universitaire Thomas Jefferson. Complications dues à ses blessures, hémorragie cérébrale incontrôlable pour les médecins. Salvatore a assimilé l'information sans émotion apparente. La mort de Curtis était la conclusion logique d'une trajectoire amorcée lorsqu'il a choisi de voler Gara Holdings. L'homme qui pensait voler la femme d'un autre s'était finalement suicidé par une succession de mauvaises décisions, dont la première était une trahison. Des arrangements pour les funérailles, demanda Salvatore avec une curiosité professionnelle. Aucun arrangement, aucune famille n'avait réclamé le corps, et il n'avait aucun bien pour couvrir les frais d'inhumation. L'État se chargera de l'élimination. La finalité était appropriée. Curtis Moreau serait incinéré anonymement et enterré dans une fosse commune, son existence effacée aussi complètement que sa réputation professionnelle. L'homme qui avait autrefois conçu des bâtiments primés ne laisserait aucune trace de sa vie, hormis les archives judiciaires documentant ses échecs. Dominique observait la discussion avec un intérêt analytique, assimilant les informations sur les conséquences et la responsabilité avec une maturité troublante. Le garçon avait appris de ses erreurs. Le mariage de ses parents était impardonnable et ses actes avaient des conséquences bien au-delà des intentions initiales. « Veux-tu essayer de retrouver ma mère ?» demanda Dominique avec une curiosité clinique. Salvatore observa l'expression de son fils, notant la distance émotionnelle avec laquelle il parlait d'Elizabeth. « Veux-tu la retrouver ?» répondit Dominique sans hésitation. Elle fit ses choix. « Je suis plus intéressé par les opérations au Mexique que tu envisages. » Ce changement de conversation démontrait à quel point Dominique avait complètement coupé les ponts avec sa mère. Elizabeth était devenue insignifiante dans sa vie, moins importante que les stratégies d'expansion commerciale ou les innovations architecturales. Son fils était passé du pardon à l'indifférence totale. GAR Holdings était passé d'une entreprise de construction régionale à une société de développement durable avec des projets internationaux à l'étude. La propriété intellectuelle volée par Elizabeth et Curtis avait jeté les bases d'une expansion sur des marchés qu'ils n'auraient jamais imaginé atteindre.
Leur trahison avait involontairement donné à Salvatore les outils nécessaires à la construction d'un empire mondial. Les projets de logement durable avaient remporté de nombreux prix du secteur, conférant à Gera Holdings une reconnaissance d'innovateur en matière d'environnement, design et urbanisme. Salvatore accepta les distinctions avec élégance, sans jamais mentionner les origines de l'expertise architecturale de son entreprise. L'histoire le retiendra comme un homme d'affaires visionnaire, pionnier de la construction durable, effaçant Elizabeth et Curtis de leur propre héritage. Monsieur, annonça l'assistant de Case par l'interphone. Appel du FBI. L'agent spécial Best souhaite discuter de nouvelles informations concernant l'affaire Morrow. L'information de l'agent Josh Best fut brève mais significative. La mort de Curtis avait déclenché une enquête sur l'agression visant un agent de recouvrement de créances, qui avait conduit à l'arrestation de 3 individus liés à des opérations de jeu d'argent illégales. L'enquête fédérale pourrait révéler d'autres crimes financiers liés aux tentatives désespérées de Curtis de payer ses créanciers. Monsieur Gara, nous pourrions avoir besoin de votre témoignage sur les activités de jeu et l'accumulation de dettes de Curtis Morrow. Votre position de victime dans l'affaire initiale rend vos observations pertinentes pour établir la chronologie et le mobile. Salvatore a accepté de coopérer avec le sens civique qui le caractérise. Sa volonté d'aider les forces de l'ordre avait été constante tout au long des 5 années qui ont suivi les crimes initiaux, renforçant sa réputation d'homme d'affaires légitime en quête de justice. Par les voies appropriées. L'ironie était parfaite. Salvatore allait fournir un témoignage qui aiderait à poursuivre les criminels qui avaient tué Curtis, s'assurant que même la mort de son ennemi servirait ses intérêts. La dernière contribution de Curtis à Gera Holdings serait de renforcer les relations de Salvatore avec les forces de l'ordre fédéral. Ce soir-là, Salvatore et Dominique dînèrent dans la salle à manger officielle du manoir, discutant de stratégie commerciale et d'innovations architecturales avec une familiarité confortable de partenaires plutôt que de père et fils. Madame Carr avait préparé leur repas italien traditionnel, préservant les traditions familiales tout en s'adaptant à leur situation changeante. Papa, dit Dominique alors qu'ils examinaient les propositions de projet. J'ai réfléchi à la planification de la succession de l'entreprise. Salvatore haussa un sourcil face à la sophistication commerciale de son fils de 14 ans. Quelle conclusion en êtes-vous arrivé? Gara Holdings devrait rester sous contrôle familial indéfiniment. Une gestion professionnelle est plus efficace, mais la propriété familiale garantit une réflexion à long terme et une loyauté absolue. Cette observation démontrait une compréhension des principes commerciaux qui dépassait la compréhension de la plupart des diplômés de MBA. Dominique avait hérité de l'intelligence de ses 2 parents, mais l'avait canalisée à travers des cadres moraux qui privilégiaient la loyauté et la responsabilité avant toute autre considération. Et comment garantir une loyauté absolue? Salvatore a mis à l'épreuve la réflexion stratégique de son fils. En rendant la déloyauté plus coûteuse que la loyauté, Dominique a répondu avec une précision glaciale. On choisit en fonction des conséquences, et non des émotions. Salvatore a souri avec une fierté sincère. Son fils comprenait la vérité fondamentale qui avait bâti leur empire et détruit leurs ennemis. Les conséquences étaient plus puissantes que la compassion, et la peur plus fiable que l'amour. À la fin de leur discussion d'affaires du soir, Salvatore a réfléchi à la parfaite accomplissement de sa victoire. Elizabeth et Curtis avaient tenté de lui voler sa femme, son entreprise et son avenir. Au lieu de cela, il lui avait apporté la clarté sur la nature humaine, la motivation pour l'expansion commerciale et les innovations architecturales qui ont transformé son entreprise en leader du secteur. Leur trahison leur avait tout coûté, tout en renforçant tout ce qui comptait pour lui. Elizabeth vivait comme une fugitive en exil. Curtis est mort seul et sans deuil, et leur fils les considérait comme des exemples à suivre plutôt que comme des parents. Les projets de logement durable qu'ils avaient développés ensemble rapportaient des millions à l'homme qu'ils tentaient de détruire, garantissant que leur héritage créatif servirait toujours ses intérêts. Dominique Gara hériterait d'un empire bâti en partie sur la propriété intellectuelle volée à sa mère, géré selon les principes appris de la destruction systématique des traîtres par son père. Le garçon ne commettrait jamais les erreurs d'Elizabeth, car il en avait été témoin dès sa naissance. La justice, telle que la concevait Salvatore Gera, était absolue et permanente. Ses ennemis n'avaient pas seulement été vaincus. Ils avaient été effacés, leurs contributions absorbées par son succès, tandis que leur nom était tombé dans l'oubli. Le prix de la trahison avait été intégralement payé, avec des intérêts composés au cours de 5 années de vengeance méthodique. Certaines dettes étaient irréparables, et certains n'ont jamais cessé de percevoir leurs dettes.
Salvatore Gera avait bâti son empire sur cette base et il perdurerait longtemps après que tous ceux qui avaient tenté de le détruire eurent été oubliés. C'est ici que notre histoire s'achève. Le chef de projet d'Elisabeth à l'initiative pour le logement durable, le charmant architecte qu'elle avait maintes fois loué pour ses approches innovantes et son regard neuf. L'horodatage indiquait 14h15, heure exacte à laquelle Elisabeth lui avait annoncé sa présence à une réunion de zonage à l'autre bout de la ville. Salvatore regarda sa femme et Curtis disparaître ensemble dans la cage d'escalier, le visage impassible. Case s'agita, mal à l'aise, conscient du silence dangereux qui précédait les décisions les plus dévastatrices de son patron. Combien de temps ? La voix de Salvatore exprimait cette intensité discrète qui rendait nerveux les ouvriers du bâtiment aguerri. Les registres de sécurité font état de 3 mois de réunions régulières. Toujours au même endroit, toujours au même créneau horaire. Salvatore hocha lentement la tête, son esprit cataloguant déjà les détails. Curtis Moreau avait 28 ans, était diplômé du programme d'architecture de Pin avec mention et avait été personnellement recruté par Elisabeth 18 mois plus tôt. Son dossier personnel ne présentait aucun signe d'alerte. Bonne famille, parcours professionnel stable, portfolio impressionnant. Mais Salvatore n'avait pas survécu dans le bâtiment en se fiant aux apparences. Je veux tout sur lui. Dossier financier, emploi précédent, relations personnelles, tout. La voix de Salvatore exprimait la précision mécanique avec laquelle il commandait les ports du béton. Et Case, ça reste entre nous jusqu'à ce que j'en décide autrement. Le trajet du retour ce soir-là fut différent. Salvatore remarqua des détails qu'il avait négligés auparavant. Le nouveau parfum d'Elisabeth, sa façon de consulter constamment son téléphone, son intérêt soudain pour les réunions clients en fin de soirée. Les signes étaient là, camouflés par 7 ans de confiance et de routine. Le dîner était une leçon magistrale et une performance. Elisabeth décrivit sa journée avec des détails pratiques, évoquant la réunion de zonage qui n'avait jamais eu lieu avec une frustration convaincante face au retard bureaucratique. Dominique observait les 2 parents avec ses yeux gris troublants, percevant des courants sous-jacents qu'il ne pouvait encore nommer. « Papa, » dit Dominique pendant le dessert. « Pourquoi les gens mentent-ils sur leur sortie ?» La fourchette d'Elisabeth hésita une fraction de seconde, à peine perceptible, sauf si quelqu'un guettait les réactions. Salvatore soutint le regard de son fils avec une chaleur paternelle, tout en remarquant son intuition de la tromperie. Parfois, on pense que les mensonges protègent les sentiments des autres, fiston. Mais les mensonges finissent toujours par empirer les choses. Cette nuit-là, Salvatore était allongé éveillé aux côtés de sa femme endormie, scrutant son visage au clair de lune. Elisabeth avait toujours été belle, mais maintenant il analysait ses traits comme un avocat adverse, examinant les preuves. Le léger sourire qui se dessinait sur ses lèvres suggérait des rêves qu'il ne partageait plus. Son téléphone vibra 2 fois, des messages tard dans la nuit. Elle répondrait le lendemain avec des explications toutes faites. Salvatore Gera avait bâti sa fortune en identifiant les faiblesses structurelles avant qu'elles ne se transforment en échec catastrophique. Il comprenait que la trahison, telle une fondation, commençait modestement et se propageait jusqu'à tout compromettre. La question n'était pas de savoir s'il fallait agir. Mais comment démanteler complètement ce qui avait été bâti sur des mensonges. Mais d'abord, il devait comprendre toute l'ampleur de la tromperie. Curtis Moreau ne couchait pas seulement avec sa femme. Il volait l'entreprise qui avait fait le succès d'Elisabeth. Le projet de logement durable qu'ils avaient développé ensemble n'était pas une simple collaboration professionnelle. C'était leur avenir commun, financé par l'argent et les relations de Salvatore. Tandis qu'Elisabeth s'agitait dans son sommeil, marmonnant le nom de Curtis si bas que personne ne l'aurait remarqué, Salvatore sentit une sensation de froid et de certitude s'installer dans sa poitrine. L'homme qui n'avait jamais pardonné le moindre affront à un rival en affaires ne pardonnerait pas cette trahison ultime. L'élaboration de sa vengeance serait son chef-d'œuvre. Soigneusement planifiée, exécutée avec brio et absolument dévastatrice. Chapitre 3. L'erreur de l'officier. 3 semaines plus tard, assis dans son escalade noire devant l'école de Dominique, Salvatore regardait l'entraînement de foot de son fils se terminer. La routine du soir était devenue précieuse pour lui. Ces moments de complicité authentique, tandis que son mariage s'effondrait derrière une façade de normalité, lui étaient devenus précieux. Les mensonges d'Elisabeth s'étaient arrangés, l'obligeant à s'absenter pour des missions de conseil dont l'enquête de Case avait prouvé l'inexistence. Les messages anonymes continuaient de fournir des informations détaillées sur la liaison de Curtis et Elisabeth, recueillies par une personne disposant de ressources importantes.
Salvatore soupçonnait des rivaux commerciaux de tenter de le déstabiliser par un scandale personnel, mais il avait utilisé leurs renseignements à son avantage. Il était désormais au courant de l'existence du chalet au bord du lac que Curtis louait pour leur réunion, des bijoux qu'il avait achetés à Elizabeth, qu'elle prétendait être des cadeaux d'affaires de clients, et, plus grave encore, de leur projet de partir ensemble après le divorce d'Elizabeth. Ce qu'Elizabeth ignorait, c'est que Salvatore avait tout documenté par le biais de canaux d'enquête privée légitimes. Les contacts de Case et les forces de l'ordre lui avaient recommandé Raymond Mitchell, un ancien détective dont les travaux de surveillance étaient recevables devant les tribunaux. Le dossier de preuves s'épaississait de jour en jour. Mais Salvatore voulait plus qu'un divorce à l'amiable. Il voulait la destruction totale. Dominique se dirigea en trottinant vers le SUV, des taches d'herbe sur son uniforme, et cette expression intense qui rappelait à Salvatore pourquoi il avait donné à son fils le nom de Saint Dominique, le saint patron des astronomes et des personnes accusées de mauvaises choses. Le garçon possédait un don presque surnaturel pour voir à travers les faux-semblants et la manipulation. « Maman ne rentre pas ce soir, n'est-ce pas ?» demanda Dominique en bouclant sa ceinture. Salvatore observa le visage de son fils dans le rétroviseur. « Pourquoi dis-tu ça ? » Elle avait pris des vêtements différents ce matin et t'avait embrassé plus longtemps que d'habitude, comme si elle se sentait coupable. L'intelligence émotionnelle du garçon était effrayante. Salvatore se demanda à quel point Dominique avait observé des malentendus que les adultes qualifiaient d'enfantins. « Ta mère a des obligations professionnelles qui la tiennent occupée. »« Papa, je sais qu'elle ment. » La voix de Dominique exprimait une certitude pragmatique qui fit froid dans le dos à Salvatore. « Je le sais depuis des semaines. Curtis l'appelle quand elle pense que je ne l'écoute pas. Elle lui parle comme elle te parlait autrefois. » Cet aveu flottait entre eux comme une confession. Salvatore avait sous-estimé la conscience de son fils, tout comme Elizabeth avait sous-estimé ses capacités d'enquête. Toute la famille vivait dans une myriade de mensonges. Chacun pensait protéger les autres de douloureuses vérités. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison, la BMW d'Elizabeth n'était pas dans l'allée. Son mot rédigé à la hâte annonçait une réunion d'urgence avec un client à Philadelphie, mais le suivi de Case montrait que sa voiture se dirigeait vers le chalet de Curtis au bord du lac. Salvatore avait résisté à la tentation de les affronter directement. Cela viendrait plus tard, lorsqu'il maîtriserait chaque variable. L'appel arriva à 23h47. La voix d'Elizabeth était affolée, prétextant une panne de voiture sur une route de campagne sombre près d'Allentown. Elle avait besoin que Salvatore vienne la chercher immédiatement. Elle n'arrivait pas à joindre l'assistance routière et était effrayée par les camionneurs qui passaient et lui avaient proposé leur aide. Sa performance était excellente, le parfait mélange de vulnérabilité et d'urgence qui aurait éveillé son instinct protecteur autrefois. Salvatore s'habilla rapidement, prévenant Dominique qu'il serait de retour dans les 2 heures. Le trajet jusqu'au lieu supposé d'Elizabeth dura 45 minutes, par des routes sinueuses qu'il connaissait par cœur pour ses visites de chantier. Mais au lieu de retrouver sa femme en détresse, il décida de faire un arrêt imprévu au siège social de Gara Holdings, en centre-ville, afin de récupérer des documents qu'il avait oubliés pour la réunion du lendemain. Le parking sous le cabinet d'architecture d'Elizabeth était relié à l'immeuble de Gara Holdings par un sous-sol commun. Salvatore utilisa sa carte d'accès pour consulter les dossiers du projet de logement durable conservé dans les bureaux communs. Il avait parfaitement le droit d'être là. Son entreprise détenait 60% du capital d'Elizabeth et en assurait le financement principal. Il photographiait les divergences contractuelles lorsque des pas résonnèrent dans la cage d'escalier. Elizabeth et Curtis sortirent de l'ascenseur, visiblement après avoir passé la soirée ensemble, tandis qu'elle prétendait être bloquée à des kilomètres de là. Ils étaient tellement absorbés par leur conversation intime qu'ils ne remarquèrent pas l'homme qui se tenait dans l'ombre près de leur bureau commun. Salvatore apparut dans la lumière au moment même où Elizabeth déverrouillait la porte de son bureau. Travaillant tard sur l'urgence de Philadelphie, Elizabeth se retourna, son visage oscillant entre le choc, la peur et un calcul désespéré. Curtis s'avança d'un air protecteur devant elle, ce qui était exactement la mauvaise réaction face à un homme comme Salvatore Gera. « Monsieur Gera, » dit Curtis, essayant de projeter une confiance qu'il ne ressentait visiblement pas. Elizabeth et moi étions en train d'examiner les exigences du projet de développement durable. Nous avions quelques inquiétudes concernant les études d'impact environnemental qui ne pouvaient pas attendre le lendemain matin. Salvatore sourit, cette expression froide qui incitait les chefs de chantier à vérifier leur police d'assurance. Intéressant, car ma femme m'a appelé d'Allentown il y a 2 heures, prétendant que sa voiture était en panne et me suppliant de la secourir. Le silence se prolongea jusqu'à ce qu'Elizabeth retrouve la voix. Alors,
Je peux vous expliquer. Pas besoin d'explication. Le ton de Salvatore était conversationnel, presque amical. Je comprends parfaitement. Vous avez travaillé en étroite collaboration sur ce projet. Collaboration très intime. Curtis a commis l'erreur de s'avancer agressivement. Écoutez, quoi que vous pensiez savoir, il n'a jamais terminé sa phrase. Salvatore agissait avec la violence économique d'un homme qui avait réglé ses différends de ses mains avant de pouvoir se payer un avocat. Curtis a heurté le mur de béton avec un bruit de bois cassé, puis a glissé et s'est assis, hébété. Ne fais pas ça. La voix de Salvatore a empêché Elisabeth de se précipiter au secours de son amant. Tu as fait tes choix. Maintenant, tu en subiras les conséquences. La police est arrivée 18 minutes plus tard, sur les lieux d'une alarme déclenchée par le corps de Curtis sur le bouton d'alarme mural. Elisabeth avait utilisé ces 18 minutes pour appeler les secours et inventer une histoire selon laquelle son mari arrangé les aurait agressés, elle et sa collègue, lors d'une réunion d'affaires officielle. Lorsque les agents Terence Houston et Charles Albright sont arrivés, ils ont découvert ce qui semblait être un cas évident de violence conjugale. Un homme d'affaires bien habillé se tenait au-dessus d'un jeune homme ensanglanté, tandis qu'une femme effrayée se recroquevillait à proximité. Elisabeth a été impeccable. L'épouse terrifiée cherchait protection contre son mari de plus en plus instable. Il me suit, sanglota Elisabeth à l'agent Houston. Sal était paranoïaque et violent depuis des semaines. Il m'accusait d'avoir une liaison et s'en prenait à Curtis lorsqu'il tentait de me défendre. Salvatore resta silencieux pendant qu'on le menottait, l'air impassible. Il avait appris depuis longtemps que le silence était plus fort que la protestation face aux forces de l'ordre. Les agents étaient professionnels mais fermes, le traitant comme n'importe quel autre suspect de violence conjugale, malgré sa richesse et son influence évidente. Le trajet jusqu'à la voiture de patrouille semblait surréaliste. Salvatore Gera, qui contrôlait des millions de dollars et influençait la politique municipale dans 3 États, était arrêté sur la base des mensonges de sa femme infidèle. Mais il n'était pas en colère. La colère était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre quand la planification exigeait un calcul rigoureux. C'est alors que Dominique apparut. Le garçon de 7 ans se tenait au bord du parking, en pyjama et basket, après avoir réussi à atteindre le centre-ville au milieu de la nuit. Madame Voiture. La gouvernante se tenait derrière lui, l'air inquiet, visiblement réveillé par l'insistance du garçon qui disait que son père avait besoin d'aide. Monsieur l'agent, mon oncle, dit Dominique à l'agent Houston avec ce calme adulte et déconcertant. Vérifiez le nom sur la plaque d'adresse de cette maison. L'agent Houston parut perplexe jusqu'à ce qu'il suive le doigt du garçon jusqu'à l'annuaire de l'immeuble. Là, en lettres de cuivre qui reflétaient la lumière de la rue, Gera Holdings, siège social. Salvatore Gera, PDG. Les yeux de l'agent s'écarquillèrent tandis que les implications prenaient forme. L'homme qu'il venait d'arrêter était propriétaire de l'immeuble où il l'avait trouvé. La scène du crime était en fait son lieu de travail, où il avait le droit de se trouver à toute heure. Monsieur, nous sommes profondément désolés, dit l'agent Houston en s'approchant immédiatement pour détacher les menottes de Salvatore. Mais Salvatore ne bougea pas pour accepter les excuses. Il resta parfaitement immobile, scrutant le visage d'Elisabeth tandis que son récit soigneusement construit s'effondrait. Curtis peinait à se relever, le sang de son écasse tachant sa chemise de créateur. Les caméras de sécurité qu'Elisabeth avait oubliées enregistraient tout. Le mal est fait, dit doucement Salvatore. Mais merci pour la démonstration. Il ne parlait pas à la police. Chapitre 4. L'architecte de la vengeance. L'arrestation avait duré exactement 47 minutes, mais ses effets seraient permanents. Salvatore était assis dans son bureau à 3 heures du matin, visionnant les images de sécurité qui dressaient un tableau très différent de la déclaration d'Elisabeth à la police. Ses avocats obtiendraient un non-lieu pour violence conjugale avant midi. Mais la véritable victoire était psychologique. Elisabeth avait révélé sa volonté de le détruire par de fausses accusations. L'apparition nocturne de Dominique avait été un coup de maître calculé. Le garçon s'était réveillé et avait découvert que sa mère était partie et avait correctement déduit où la confrontation aurait lieu. Son intervention n'avait pas seulement embarrassé la police. Elle avait démontré la loyauté de l'enfant dans des termes compréhensibles par tous. Contraint de choisir son camp, le garçon de 7 ans avait choisi son père sans hésitation. « Comment as-tu su que je me trouverais là » demanda Salvatore à son fils au petit-déjeuner. Dominique distribuait des œufs brouillés dans son assiette avec une précision chirurgicale. « Maman va toujours à son bureau quand elle est contrariée,
et on vérifie toujours les choses importantes quand on sent que quelque chose ne va pas. L'immeuble était le seul endroit où vous étiez tous les deux. Elisabeth n'était pas rentrée. Son avocate, Stella Yates du cabinet Morrison & Associates, avait appelé à 6 heures du matin pour exiger que Salvatore se soumette à une évaluation psychologique et lui remette son permis de port d'armes dissimulé. La posture juridique était prévisible. Elisabeth construisait un récit de violence conjugale croissante pour justifier ses actes et obtenir un divorce favorable. Mais Salvatore avait passé 15 ans à se préparer à toutes les formes de guerre. Son équipe juridique, dirigée par l'impitoyable Brandon Lindsay, documentait déjà la liaison d'Elisabeth par des voies légales. Le détective privé Raymond Mitchell avait fourni des preuves recevables devant les tribunaux de sa tromperie, une analyse financière de ses dépenses non autorisées pour son projet et des échéanciers détaillés prouvant ses mensonges systématiques. Le projet de logement durable qu'Elisabeth et Curtis avaient développé était plus complexe qu'un simple adultère. Ils avaient utilisé les ressources de Gara Holdings pour créer un projet qu'ils comptaient emporter avec eux. Des plans architecturaux, des études d'impact environnemental et des connexions municipales valant des millions en droits de développement. Il ne s'agissait pas de détournement de fonds au sens traditionnel du terme, mais d'un vol de propriété intellectuelle et d'opportunités commerciales. Case frappa à la porte du bureau avec son rythme caractéristique en 2 coups. « Patron, nous avons tous les antécédents de Curtis Morrow. C'est intéressant. » Le dossier présenté par Case révélait le désespoir soigneusement dissimulé de Curtis. Ses qualifications d'architecte étaient légitimes, mais sa situation financière était catastrophique. Des prêts étudiants, des dettes de cartes de crédit et un problème de jeu développé pendant ses études supérieures l'avaient rendu vulnérable au recrutement d'Elisabeth. Elle lui avait offert non seulement une opportunité professionnelle, mais aussi une issue financière grâce à leur projet d'entreprise. Il a détourné des honoraires de conseil via une société écran, poursuivit Case. De petits montants, mais constants depuis 18 mois. Elisabeth a autorisé des paiements à Morrow Design Solutions pour des travaux qui n'existent pas. Salvatore étudia les documents financiers avec une satisfaction croissante. Curtis n'était pas seulement un amant opportuniste. C'était un voleur qui dérobait l'entreprise qu'il employait. Elisabeth n'était pas seulement une adultère. Elle facilitait la fraude contre l'entreprise de son propre mari. La complexité morale qui aurait pu le faire hésiter avait été dissipée par leur comportement criminel. Les messages anonymes qui avaient tout déclenché arrivaient avec de nouvelles informations. Curtis avait enregistré ses rencontres avec Elisabeth, peut-être à des fins de chantage si leur relation se dégradait. L'informateur inconnu lui avait fourni des emplacements où Curtis conservait une assurance contre la trahison, y compris des photos et des vidéos détaillées qui ruineraient la réputation d'Elisabeth dans leur cercle social. Le téléphone de Salvatore vibra, un appel de sa mère, Beatrice Gare, dont les relations sociales lui donnaient une influence considérable dans leur communauté. La nouvelle de l'arrestation s'était répandue dans leur cercle avec la rapidité des ragots professionnels. « Salvatore, j'ai entendu des choses inquiétantes au sujet d'Elisabeth, » dit sa mère sans préambule. La famille Monontoya a mentionné l'avoir vue avec un homme plus jeune dans leur maison au bord du lac le mois dernier. Ils pensaient que c'était peut-être pour affaire, mais maintenant, mère Elisabeth et moi sommes en train de régler quelques difficultés, répondit prudemment Salvatore. J'apprécierais votre discrétion pendant que nous réglons les choses en privé. Bien sûr, mais sachez que les gens parlent. Le fils Seymour a parlé de votre femme et de son employé à sa mère. Ces choses-là ont tendance à se propager. Salvatore a compris le sous-entendu. Sa mère ne se contentait pas de fournir des informations. Elle lançait un avertissement précoce sur les conséquences sociales qui pourraient affecter l'avenir de Dominique. Le nom de Gara avait du poids dans leur communauté, mais un scandale pourrait ternir définitivement cette réputation. Cet après-midi-là, Curtis a commis sa première erreur tactique. Il a tenté d'accéder au serveur de Gara Holdings à distance, essayant de télécharger des fichiers liés au projet de logement durable. Le système de sécurité informatique installé par Case a déclenché des alertes immédiates et la tentative d'intrusion a été retracée jusqu'à l'ordinateur portable personnel de Curtis en quelques minutes. Il panique. Case les a observés tandis qu'ils examinaient les journaux de sécurité. Il réalise probablement qu'il a besoin de ces fichiers s'il veut créer sa propre entreprise avec Elisabeth. Salvatore a examiné les journaux d'accès avec une satisfaction froide. Curtis venait de fournir une justification légale pour une ordonnance restrictive, un licenciement pour motif valable et des accusations criminelles pour espionnage industriel. Plus important encore, son désespoir le forçait à commettre des erreurs qui allaient accélérer le calendrier de Salvatore.
Organisez une réunion avec Raymond Mitchell, ordonna Salvatore. Je veux que Curtis soit sous surveillance totale dès maintenant. Et qui? Contactez cette société de gestion immobilière du Delaware. Il est temps d'acquérir des biens immobiliers. Les pièces du puzzle de la vengeance de Salvatore se mettaient en place avec une précision mécanique. Curtis et Elizabeth avaient choisi de mener une guerre de tromperie contre un homme qui avait bâti sa fortune sur une intelligence supérieure et une planification minutieuse. Ils avaient apporté de l'émotion à une bataille stratégique, ce qui signifiait qu'ils avaient déjà perdu. Mais Salvatore voulait plus que la victoire. Il voulait la destruction totale de tout ce qu'ils avaient tenté de lui voler, le projet de logement durable, leur avenir commun, leur moment de bonheur volé. Tout serait systématiquement démantelé et reconstruit pour servir ses desseins. Le soir venu, Elizabeth avait envoyé des messages par l'intermédiaire de son avocat demandant un rendez-vous pour discuter de notre situation comme des adultes rationnels. Salvatore a supprimé les messages sans répondre. Il en avait assez des discussions, des négociations et du comportement rationnel des adultes. La guerre était déclarée, et Salvatore Gera n'avait jamais perdu une guerre qu'il avait choisi de mener. Chapitre 5. L'orage se prépare. 2 semaines après son arrestation, Salvatore, de mari endeuillé, s'était transformé en prédateur stratégique. Son bureau du centre-ville ressemblait désormais à un centre de commandement militaire, avec des photos de surveillance, des documents financiers et des dossiers juridiques partout. Les rapports d'enquête de Raymond Mitchell détaillaient les déplacements de Curtis et Elizabeth avec une précision scientifique. Tandis que Case coordonnait son réseau de contacts s'étendant de la mairie au chantier de construction de la région, le projet de logement durable était devenu l'arme de Salvatore. Elizabeth et Curtis pensaient le développer pour leur avenir commun, ignorant que chaque projet qu'ils élaboraient appartenait légalement à Gera Holdings en vertu d'accords contractuels signés par Elizabeth des années plus tôt. Leurs innovations architecturales amélioraient en réalité un portefeuille immobilier que Salvatore acquérait discrètement via des sociétés écrans. Curtis avait emménagé dans l'appartement d'Elizabeth en centre-ville, croyant leur nid d'amour secret. Mais Salvatore était propriétaire de l'immeuble grâce à une acquisition de filiale conclue le mois précédent. L'appartement en attique qu'Elizabeth louait générait désormais des revenus pour son mari arrangé tout en lui offrant un accès illimité à la surveillance grâce au système de sécurité de l'immeuble. « Patron, nous avons un problème », annonça Case en entrant avec une tasse de café et un air sombre. L'avocate d'Elizabeth demande la garde d'urgence de Dominique. Elle affirme « Vous êtes mentalement instable et potentiellement dangereux ». Salvatore lut la requête de Stella Yates avec un intérêt détaché. Elizabeth transformait leur conflit, passant d'une guerre financière à une guerre biologique, utilisant leur fils comme une arme. La stratégie était psychologiquement solide, mais juridiquement fragile compte tenu des accusations de violence conjugale abandonnées et de la préférence évidente de Dominique pour son père. Prenez rendez-vous avec le juge Roman Wall. Salvatore a indiqué que son contrat de construction avec nous expire le mois prochain et qu'il espère le renouveler. Contactez également l'école Dominique. Je veux des documents attestant de chaque absence d'Elizabeth à des conférences, des événements ou des rendez-vous au cours des 6 derniers mois. Les preuves étaient accablantes lorsqu'elles étaient compilées systématiquement. La liaison d'Elizabeth avait considérablement compromis son attention à la maternité. Les matchs de foot manqués, les échéances de projets oubliés et les prolongations de garde après l'école ont dressé un tableau de négligence maternelle qui a contrecarré ses demandes de garde. Mais l'arme la plus dévastatrice de Salvatore était Dominique lui-même. L'enfant de 7 ans avait hérité de l'esprit stratégique de son père et des compétences de communication de sa mère, ce qui faisait de lui un témoin redoutable malgré son âge. Lors de l'évaluation familiale ordonnée par le tribunal, Dominique a répondu aux questions avec une clarté troublante sur la relation de ses parents. « Maman pleure la nuit quand elle pense que je dors », a confié Dominique à la thérapeute familiale, le docteur Dana Houston, avec une précision factuelle. Elle parle à Curtis au téléphone et lui dit qu'elle aimerait que papa disparaisse, mais papa me lit des histoires avant de dormir et m'aide à faire mes devoirs. Papa ne ment jamais sur l'endroit où il va. Le rapport préliminaire du docteur Houston recommandait de conserver la résidence principale de Dominique chez Salvatore en attendant une évaluation plus approfondie. Cette recommandation n'était pas juridiquement contraignante, mais elle établissait un avis d'expert sur l'intérêt supérieur de la famille. Curtis a commis sa deuxième erreur majeure en tentant de soudoyer les agents de sécurité de l'immeuble pour obtenir des informations sur les activités de Salvatore. Les gardes ont immédiatement signalé la tentative à Case, fournissant des enregistrements de conversations où Curtis offrait de l'argent pour tout ce qui était embarrassant concernant ce mari fou. La tentative de corruption était techniquement un délit,
mais elle démontrait une conscience de culpabilité et un comportement paranoïaque qui minait sa crédibilité. La situation financière d'Elizabeth se détériorait rapidement. Les contrats de son cabinet d'architecte étaient liés à des projets de Gara Holdings et Salvatore redirigeait systématiquement ses travaux vers d'autres cabinets. Légalement, il avait parfaitement le droit de choisir ses partenaires commerciaux. Mais la conséquence concrète était de réduire les revenus d'Elizabeth, alors qu'elle faisait face à des frais juridiques croissants. Elle a demandé des prêts à des amis, a rapporté Raymond Mitchell lors de son point hebdomadaire. La famille Donnelly a refusé après avoir appris l'arrestation. Les Palmer ne la rappellent pas. La rumeur se répand dans votre entourage qu'elle a déposé une fausse plainte pour violence conjugale. La mère de Salvatore avait joué un rôle déterminant dans l'opinion publique. Les relations sociales de Beatrice Gar faisaient d'elle une alliée efficace pour contrôler les récits, en particulier parmi les familles dont les enfants étaient scolarisés avec Dominique. La réputation d'Elizabeth s'effritait au gré de conversations chuchotées lors d'événements caritatifs et de dîners privés. Mais Salvatore souhaitait plus qu'un simple exil social. Il voulait des conséquences juridiques. La tentative d'espionnage industriel de Curtis avait donné lieu à des poursuites pénales. Mais Salvatore s'orientait vers une affaire plus vaste. La fraude financière, le vol de propriété intellectuelle et le complot visant à dérober des opportunités commerciales étaient des crimes fédéraux passibles de peine de prison. Les messages anonymes continuaient, fournissant des informations de plus en plus détaillées sur les projets de Curtis et Elizabeth. Ils se préparaient à déménager à Seattle, où Curtis avait reçu une offre d'emploi d'une entreprise de développement durable. Elizabeth prévoyait de demander le divorce une fois arrivée en sécurité à l'autre bout du pays, craignant que la distance complique la réponse de Salvatore. Ils ne comprennent pas qui ils combattent, observa Case en examinant les rapports de renseignement. Ils pensent qu'il s'agit d'un mariage qui s'effondre. Ils ne réalisent pas qu'ils ont déclaré la guerre à quelqu'un qui refuse de s'avouer vaincu. Le réseau de Salvatore s'était étendu au-delà du secteur de la construction et des forces de l'ordre pour inclure des enquêteurs fédéraux intéressés par l'affaire de vol de propriété intellectuelle. L'agent spécial Josh Best, de la brigade criminelle du FBI, avait été informé des preuves et se préparait à demander des inculpations. L'enquête fédérale rendrait la fuite d'Elizabeth et Curtis à Seattle sans importance. La juridiction du FBI s'étendait à tout le pays. Dominique s'était adapté au conflit avec une facilité déconcertante. Le garçon semblait comprendre que le mariage de ses parents était en train de se terminer et avait choisi son alliance pour des raisons pratiques plutôt que par attachement émotionnel. Sa loyauté envers Salvatore était absolue, mais elle était plus calculatrice qu'enfantine. La loyauté d'un futur prédateur reconnaissant un prédateur plus fort. Quand maman cessera-t-elle de faire semblant de revenir, demanda Dominique pendant le dîner, coupant son steak avec une précision chirurgicale. Bientôt, répondit Salvatore. On ne peut pas faire semblant longtemps avant que la réalité ne force l'honnêteté. Bien, dit Dominique. Je n'aime pas les gens qui mentent sur des choses importantes. Ce commentaire fit froid dans le dos à Salvatore. Son fils avait 7 ans, mais il parlait avec la certitude morale de quelqu'un qui avait déjà appris que la trahison était impardonnable. Elizabeth ne perdait pas seulement son mariage, elle perdait définitivement le respect de son enfant. Alors qu'octobre laissait place à novembre, la vengeance de Salvatore entrait dans sa phase finale. Curtis et Elizabeth pensaient planifier leur fuite, mais ils se dirigeaient en réalité vers un piège qu'ils avaient préparé pendant 18 mois. Chaque pas vers la liberté était surveillé, documenté et retourné contre eux. Le projet de logement durable qu'ils avaient développé ensemble serait construit, mais en témoignage de la victoire de Salvatore, et non de leur amour. Le chalet au bord du lac où ils avaient mené leur liaison avait été racheté par une filiale de Gera. Leur rêve de prendre un nouveau départ à Seattle serait anéanti par des accusations fédérales qui les poursuivaient partout où ils allaient. Salvatore Gera avait bâti son empire en comprenant que la destruction la plus efficace semblait accidentelle jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour s'échapper. Elizabeth et Curtis allaient apprendre que le trahir n'était pas seulement une erreur. C'était la condamnation à mort de tout ce qu'ils avaient espéré construire ensemble. La tempête se préparait, et lorsqu'elle éclaterait, elle emporterait tout, sauf l'homme qui l'avait provoqué. Chapitre 6. Le piège jaillit. Le premier coup est tombé le 15 novembre lorsque Curtis a tenté de retirer $47 000 du compte du projet Gara Holdings. Le compte auquel il a accédé était en réalité un piège créé par Case, conçu pour déclencher des alertes automatiques et documenter les tentatives de vol. Curtis pensait toucher un capital initial pour son entreprise de Seattle,
mais il fournissait en réalité des preuves vidéo d'un détournement de fonds qui allait lui détruire la vie. L'agent spécial du FBI Josh Best est arrivé au siège de Gara Holdings 30 minutes après la tentative de retrait, accompagné de l'agent Carla Jones, spécialiste des crimes financiers. Les preuves présentées par Case étaient accablantes, 18 mois de fraude avérée, vol de propriété intellectuelle et accusations de complot pouvant entraîner des peines de prison fédérale supérieures à 10 ans. Monsieur Gara, nous vous remercions de votre coopération dans cette enquête, a déclaré l'agent Best en examinant les documents financiers. Votre volonté de témoigner en tant que témoin renforce considérablement notre dossier contre les deux accusés. Salvatore hocha gravement la tête, jouant le rôle d'homme d'affaires victime de violences cherchant justice par les voies légales. Je veux juste récupérer ce qui m'appartient, et que ces criminels répondent de leurs actes. L'ironie était parfaite. Elizabeth et Curtis avaient volé l'homme qui, par l'intermédiaire des procureurs fédéraux, allait finalement décider de leur sort. La coopération de Salvatore avec les forces de l'ordre relevait de l'altruisme. Ce positionnement stratégique lui a permis d'influencer leur enquête tout en maintenant un déni plausible de ses motivations. Curtis a été arrêté à l'appartement d'Elizabeth à 6h47 le 16 novembre. La brigade criminelle du FBI a exécuté des mandats de perquisition simultanément à 3 endroits, l'appartement d'Elizabeth, son garde-meuble et le chalet au bord du lac où ils avaient mené leur liaison. Les preuves saisies comprenaient des ordinateurs portables, des documents financiers et des vidéos de l'assurance de Curtis documentant ses rencontres avec Elizabeth. L'arrestation d'Elizabeth a eu lieu 3 heures plus tard dans les bureaux de son cabinet d'architecte. La marche publique du FBI a assuré une couverture médiatique maximale, notamment grâce aux images d'Elizabeth en pleurs alors qu'on l'emmenait menottée. Salvatore suivait la couverture depuis son bureau, éprouvant la satisfaction froide d'une vengeance parfaitement exécutée. Les chefs d'accusation fédéraux étaient nombreux, complot en vue de commettre une fraude électronique, vol de propriété intellectuelle, blanchiment d'argent par le biais de sociétés écrans et violation de la loi sur la fraude et les abus informatiques. Curtis était également accusé de tentative de corruption du personnel de sécurité de l'immeuble. Les deux accusés encouraient des peines de prison qui mettraient fin à leur carrière et anéantiraient toute possibilité d'avenir commun. L'avocat de la patronne Elizabeth souhaite négocier, rapporta Case après la mise en accusation. Stella Yates affirme que sa cliente a été manipulée par Curtis et souhaite coopérer en échange d'une réduction des charges. Salvatore eut un sourire froid. Elizabeth proposait de trahir son amant pour se sauver. Exactement la réponse qu'il attendait de quelqu'un dont la parole s'était avérée vaine, mais il s'était préparé à sa trahison en s'assurant que les deux accusés soient également coupables dans le dossier de preuve. Dites à mademoiselle Yates que les procureurs fédéraux examineront toutes les offres de coopération, mais que la restitution est non négociable. Chaque dollar volé doit être restitué avec intérêt. Les demandes de restitution financière étaient catastrophiques pour les deux accusés. Elizabeth devait 347 000 $ de fonds détournés pour le projet, plus des frais juridiques et des dommages et intérêts qui portaient sa responsabilité à plus d'un demi-million. Curtis devait 189 000 $ plus des dommages et intérêts punitifs. Aucun des accusés ne disposait de suffisamment d'actifs pour honorer ses obligations, ce qui signifiait faillite et ruine financière, en plus de peine de prison. La réaction de Dominique à l'arrestation de sa mère fut plus clinique qu'émotionnelle. L'enfant de 7 ans regardait les informations avec la même expression analytique qu'il utilisait lorsqu'il étudiait des problèmes d'échecs. Lorsque le conseiller d'orientation l'interrogea sur ses sentiments, Dominique répondit avec une clarté troublante. Maman a choisi de voler papa. Les actes ont des conséquences. La bataille pour la garde des enfants a pris fin avant même d'avoir commencé. Les accusations fédérales portées contre Elizabeth ont éliminé toute possibilité d'obtenir la garde et son avocat a retiré la requête en urgence sans explication. Dominique resterait définitivement avec Salvatore, ce qui était exactement ce que le garçon souhaitait depuis le début. Mais la vengeance de Salvatore allait au-delà des conséquences juridiques. Le projet de logement durable qu'Elizabeth et Curtis avaient développé ensemble devint l'entreprise la plus prospère de Gara Holdings, générant des millions de dollars de chiffre d'affaires tout en mettant en œuvre leurs innovations architecturales. Chaque bâtiment construit selon leur plan portait des plaques mentionnant le département développement durable de Gara Holdings, garantissant ainsi que leur travail créatif serait à jamais associé à l'homme qu'ils avaient trahi. Le chalet au bord du lac où ils avaient mené leur liaison fut transformé en centre de retraite pour les programmes de formation des cadres de Gara Holdings. Salvatore supervisa personnellement la rénovation, veillant à ce que chaque détail romantique soit dépouillé et remplacé par des salles de conférences et des locaux professionnels. Le lieu où ils avaient planifié leur avenir commun devint un monument à sa victoire.
L'offre d'emploi de Curtis à Seattle fut retirée lorsque l'entreprise de développement durable a pris ses accusations fédérales. La licence d'architecte d'Elizabeth fut suspendue dans l'attente de la résolution de l'affaire pénale. Leur réputation professionnelle fut complètement détruite, rendant impossible tout emploi dans leur domaine de prédilection, même après avoir purgé leur peine. Les messages anonymes cessèrent d'arriver après les arrestations. Mais Salvatore n'en découvrit jamais la source. Quelqu'un aux ressources considérables avait voulu détruire Elizabeth et Curtis, utilisant Salvatore comme arme. Il avait été manipulé pour se venger, mais cette manipulation avait atteint exactement son but, une victoire totale sur ceux qui l'avaient trahi. 3 semaines avant Noël, Elizabeth envoya une lettre du centre de détention fédéral demandant une visite de Dominique en prison. Salvatore lut la demande désespérée de contact maternel et la transmit à son avocat sans commentaire. La demande fut refusée au motif que les visites pourraient être émotionnellement préjudiciables à l'enfant mineur pendant cette période difficile. Elizabeth purgerait sa peine en sachant que son fils grandissait sans elle. Elle apprendrait à la considérer comme un exemple à suivre plutôt que comme une mère. Sa trahison ne lui avait pas seulement coûté son mariage et sa liberté. Elle lui avait aussi coûté l'amour de l'enfant qu'elle avait porté pendant 9 mois et élevé pendant 7 ans. Curtis fut condamné à une peine plus longue en raison des accusations supplémentaires et de son manque de coopération. Ses dettes de jeu le suivirent jusqu'à la prison fédérale, où les créanciers saisirent son compte de cantine, rendant son incarcération encore plus pénible. L'homme qui pensait voler la femme d'un autre découvrit qu'il avait en réalité volé son propre avenir. Le matin de Noël, Salvatore et Dominique ouvrirent les cadeaux dans leur salon parfaitement décoré. Madame Carr avait préparé un festin italien traditionnel, et Case les rejoignit pour le dîner, comme c'était devenu leur habitude. La famille Gara était réduite à 3 personnes, mais ces 3-là étaient liés par la loyauté plutôt que par une obligation légale. « Papa » dit Dominique tandis qu'il regardait la neige tomber par les fenêtres qui allaient du sol au plafond. « Veux-tu m'apprendre à construire comme toi ?» Salvatore observa les yeux gris intenses de son fils et se reconnut dans ce regard calculateur. « Je t'apprendrai tout ce que je sais sur la construction, les affaires et comment m'assurer que chacun respecte ses engagements. » Le garçon hocha la tête avec satisfaction. « Bien. Je veux pouvoir protéger ce qui est important. » Salvatore serra son fils contre lui, ressentant la fierté farouche d'un prédateur dressant son successeur. Elizabeth et Curtis avaient cru le voler, mais il lui avait en réalité donné quelque chose de plus précieux, une clarté absolue sur la loyauté, la trahison et le prix à payer pour contrarier un homme qui n'oubliait jamais et ne pardonnait jamais. Le piège avait parfaitement fonctionné, détruisant tout ce que ses ennemis avaient tenté de construire, tout en renforçant tout ce qui comptait vraiment. Le prix de la trahison avait été intégralement payé. Chapitre 7. Point de rupture. 6 mois après le début des peines fédérales d'Elizabeth et Curtis, leurs avocats ont approché Salvatore avec une offre inattendue. Curtis était prêt à témoigner contre un réseau de corruption municipale en échange d'une réduction de peine de prison, mais sa coopération nécessitait la corroboration d'Elizabeth. Les procureurs fédéraux étaient intéressés car la corruption impliquait des permis de construire et des approbations de zonage qui avaient coûté des millions à des entreprises légitimes en retardant des projets. Salvatore a examiné la proposition de coopération avec un calcul froid. Les informations de Curtis pourraient démasquer des concurrents qui avaient soudoyé des fonctionnaires municipaux pour obtenir des avantages indus, créant ainsi des opportunités commerciales pour Gar Holdings tout en ruinant davantage la réputation de son ennemi. Mais cette coopération réduirait leur peine, leur permettant de reconstruire leur vie plutôt que la justice ne l'exigeait. Rejeter la demande de coopération, a ordonné Salvatore à son avocat. Si Curtis possède des informations sur la corruption municipale, il peut les fournir sans espérer de réduction de peine pour ses propres crimes. Brandon Nincey a examiné attentivement les implications juridiques. Les procureurs fédéraux pourraient être disposés à conclure des accords avec ou sans votre approbation. Nous ne pouvons pas contrôler indéfiniment leurs décisions d'inculpation. Nous n'avons pas besoin de les contrôler indéfiniment. Nous devons seulement les contrôler jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour la clémence. L'influence de Salvatore auprès des procureurs fédéraux ne reposait pas sur la corruption. Elle reposait sur sa coopération exemplaire avec les témoins, dont les informations avaient conduit à des condamnations. Sa coopération continue dans des affaires connexes rendait son avis précieux pour les agents qui construisaient leur carrière sur des poursuites pénales très médiatisées. L'enquête pour corruption s'est déroulée sans la coopération de Curtis, mais a progressé suffisamment lentement pour maintenir les 2 accusés en détention fédérale pendant 8 mois supplémentaires. Lorsqu'ils ont pu bénéficier de réduction de peine,
les dommages causés à leur vie étaient irréversibles. Le cabinet d'architecture d'Elisabeth avait été liquidé pour réparation, ses contrats les plus importants ayant été transférés aux filiales de Gera Holdings. Son réseau professionnel s'était étendu à d'autres partenariats, ne laissant aucune place à un criminel condamné dans un secteur qui valorisait la réputation au détriment des qualifications. Elle sortirait de prison, une ex-détenue d'âge moyen, sans perspective de carrière et criblée de dettes. Curtis risquait des perspectives encore plus sombres. Son addiction au jeu s'était aggravée en détention fédérale, où les détenus pariaient sur tout, des conditions météorologiques au prix de la cantine. Il avait accumulé des dettes auprès de personnes dangereuses qui s'attendaient à être payées, quelle que soit son incarcération. La prison l'avait transformé, passant d'un voleur opportuniste à un toxicomane désespéré, à qui on ne pouvait plus jamais faire confiance. Mais la victoire la plus dévastatrice de Salvatore fut psychologique plutôt que juridique. Les vidéos de ses rencontres avec Elisabeth enregistrées par Curtis furent versées au dossier fédéral, garantissant que leurs moments intimes soient rendus publics. Leur histoire d'amour, dépouillée de toute romance et réduite à une simple preuve pénale, fut archivée dans des bases de données fédérales où elle resterait à jamais. Dominique, aujourd'hui âgé de 8 ans, s'était adapté à la vie sans sa mère avec une facilité déconcertante. Le développement émotionnel du garçon semblait accéléré, comme si l'abandon l'avait forcé à une maturité prématurée. Il parlait d'Elisabeth au passé, la désignant comme la première épouse de mon père plutôt que comme ma mère. La rupture psychologique était totale. Essaiera-t-elle de me contacter à sa sortie, demanda Dominique lors d'une de leurs parties d'échecs du soir. Salvatore observa l'échiquier, remarquant l'amélioration de la tactique de son fils. Ceux qui commettent des erreurs fondamentales les répètent souvent. On ne peut pas se fier au jugement de ta mère. Alors je ne lui ferai pas confiance, répondit Dominique en plaçant sa dame en position de mat. Certaines erreurs sont trop graves pour être pardonnées. La certitude morale du garçon était absolue. La trahison était impardonnable, quel que soit le lien biologique. Elisabeth avait perdu l'amour de son fils à jamais, et aucune réhabilitation, quelle qu'elle soit, ne pourrait restaurer ce qu'elle avait détruit par ses choix. Kay surveillait les communications d'Elisabeth en prison, traquant ses tentatives désespérées de maintenir le contact avec ses amis et sa famille. Les réponses étaient uniformément froides. Leur cercle social s'était resserré face au scandale, protégeant leur propre réputation en évitant les criminels condamnés. Elisabeth vivait la mort sociale qui avait précédé sa libération. Elle a essayé de contacter votre mère, rapporta Case. Béatrice a refusé ses appels et ses demandes de visite. Salvatore n'a pas été surpris. Sa mère comprenait que la loyauté était absolue. La trahison d'Elisabeth envers son fils a fait d'elle une ennemie de toute la famille Gara. Il n'y aurait ni pardon, ni seconde chance, ni retour à la respectabilité. Le projet de logement durable était devenu le projet phare de Gera Holdings, présenté dans les magazines d'architecture et les conférences d'urbanisme comme un exemple de conception environnementale innovante. L'ironie était parfaite. La propriété intellectuelle volée à Elisabeth et Curtis était devenue le plus grand succès commercial de Salvatore, générant des millions tandis que leur nom était effacé de toute crédibilité. À l'approche de la date de libération d'Elisabeth, Salvatore a mis en œuvre la phase finale de sa vengeance. Le détective privé Raymond Mitchell avait documenté chaque aspect de son expérience carcérale, les amitiés nouées avec d'autres détenus, les programmes de réinsertion suivis, les séances de thérapie suivies. Ces informations seraient utiles pour surveiller ses activités et prédire son comportement à sa libération. Elle a été une prisonnière modèle, rapporta Mitchell. Elle a suivi une formation professionnelle, évité les incidents disciplinaires et suivi une thérapie pour toxicomanie, même si la dépendance n'était pas son problème principal. Le psychologue de la prison a recommandé sa libération anticipée. Salvatore a examiné le dossier pénitentiaire d'Elisabeth avec un intérêt professionnel. Elle avait utilisé son temps de manière productive, se préparant à sa réinsertion sociale avec l'intelligence et la planification qui la caractérisaient. Mais l'intelligence et la planification ne suffiraient pas à surmonter la destruction systématique de sa vie qui attendait sa libération. Qu'en était-il des perspectives d'emploi, demanda Salvatore. Inexistante en architecture. Elle pourrait être qualifiée pour un poste administratif de premier échelon, mais la plupart des employeurs vérifient ses antécédents criminels. Sa condamnation fédérale la rend inemployable à tout poste exigeant confiance ou responsabilité. La guerre économique se poursuivrait bien après la fin de la guerre juridique. Elisabeth découvrirait que la liberté signifiait pauvreté,
isolement et le rappel quotidien que ses choix avaient des conséquences auxquelles elle ne pourrait échapper. La situation de Curtis était encore plus précaire. Ses dettes de jeu avaient augmenté pendant son incarcération, et les créanciers se préparaient à les recouvrer par des méthodes qui ne respectaient pas les protections des détenus fédéraux. Il sortirait de prison avec des dettes envers des personnes dangereuses qui considéraient la violence comme une stratégie de recouvrement raisonnable. Lors de leur dernière séance de planification, le chef Case déclara « Êtes-vous sûr de vouloir aller jusqu'au bout ? Il existe des lois fédérales concernant le harcèlement des prisonniers libérés. Nous devons veiller à ne pas franchir les limites qui pourraient nous créer des problèmes juridiques. » Salvatore hocha lentement la tête. « Nous ne harcelons personne. Nous veillons simplement à ce que leur choix ait des conséquences naturelles. La loi les protège des représailles illégales, mais elle ne les protège pas des effets de leur réputation sur le marché. » La distinction était cruciale. Salvatore n'enfreindrait jamais la loi pour se venger, mais il utiliserait tous les moyens légaux à sa disposition pour s'assurer que ses ennemis ne se remettent jamais de leurs blessures auto-infligées. Leur châtiment serait permanent précisément parce qu'il serait administré par des voies légales plutôt que par la violence criminelle. Elisabeth Gara avait commis l'erreur de croire qu'elle pouvait trahir un homme comme Salvatore sans risquer la destruction totale. Elle allait apprendre que certaines personnes ne pardonnent jamais, n'oublient jamais et ne cessent de faire payer leurs ennemis pour leurs erreurs. Sa véritable peine ne faisait que commencer. Chapitre 8. Les ruines des rêves. Elisabeth fut libérée de prison fédérale par un matin gris de février, après avoir purgé 18 mois de sa peine. La femme qui sortit du centre de détention ne ressemblait guère à l'architecte confiante qui avait autrefois fait la une des magazines au sein d'un couple influent. La prison l'avait vieillie au-delà de son âge. Des mèches grises dans ses cheveux, des rides autour de ses yeux et l'attitude défensive de quelqu'un qui avait appris à s'attendre à des déceptions. Personne ne l'attendait aux portes de la prison. Son avocat avait arrangé un hébergement de transition dans une maison de transition du sud de Philadelphie, loin des banlieues où elle avait été accueillie autrefois. Le trajet en bus vers sa nouvelle vie prenait 3 heures, traversant des quartiers qu'elle n'avait jusque-là vus que depuis les ponts autoroutiers. La réalité de la pauvreté pour laquelle elle avait conçu des bâtiments, mais qu'elle n'avait jamais vécu personnellement. Curtis avait été libéré 2 semaines plus tôt dans une autre maison de transition à Camden, dans le New Jersey. Le système fédéral de libération conditionnelle maintenait les co-conspirateurs condamnés séparés afin d'empêcher toute coordination de futures activités criminelles. Leur histoire d'amour, qui leur avait tout coûté, n'était même pas autorisée à se poursuivre pendant leur peine. Salvatore a suivi les 2 libérations par des voies légales, des archives publiques, les contacts des agents de libération conditionnelle et un réseau de services sociaux qui traquaient les détenus fédéraux libérés. Il s'est tenu à distance de toute surveillance directe, mais les informations sur leurs difficultés lui sont parvenues par le biais de relations professionnelles normales. Le premier choc d'Elisabeth est survenu lorsqu'elle a tenté de renouveler sa licence professionnelle. Le Conseil d'architecture de l'État avait suspendu sa certification jusqu'à la fin de sa peine, mais sa réintégration nécessitait une évaluation de sa moralité et des lettres de recommandation professionnelles. Aucun de ses anciens collègues ne voulait fournir de référence pour une criminelle condamnée, quelles que soient ses réalisations antérieures. Son deuxième choc est survenu lors de sa recherche d'emploi. Sa condamnation fédérale figurait à chaque vérification des antécédents, la disqualifiant automatiquement de tout poste nécessitant une caution ou une habilitation de sécurité. Les cabinets d'architecture, les entreprises de construction et les bureaux d'études ont tous pour politique de ne pas embaucher de criminels condamnés, en particulier ceux condamnés pour des délits financiers. Madame Gara, l'assistante sociale de sa maison de transition, lui a expliqué patiemment, « Vous devez revoir vos attentes. Votre carrière professionnelle est terminée. Vous devez vous concentrer sur les besoins de base, la restauration, le ménage, les postes de débutants qui ne nécessitent pas d'habilitation de sécurité. » Elisabeth consultait les offres d'emploi pour les plongeurs et les agents d'entretien. Incapable de concilier ses opportunités avec ses études supérieures et ses réussites professionnelles, elle a conçu des bâtiments valant des millions. Désormais, elle n'était qualifiée que pour un emploi au salaire minimum, ce qui ne couvrirait pas ses dépenses de base, et encore moins ses obligations de restitution. La réalité financière était accablante. Elisabeth devait 547 000 $ de restitution, de frais juridiques et de dommages et intérêts, une dette qui accumulait des intérêts pendant son incarcération et qui la suivrait indéfiniment. Sa libération conditionnelle fédérale exigeait des versements mensuels calculés en fonction de ses revenus, ce qui signifiait que chaque dollar gagné serait examiné et partiellement saisi. Elle travaillerait pendant des années simplement pour payer les intérêts de ses obligations. Dominique, aujourd'hui âgé de 9 ans,
avait grandi de 3 ans pendant l'absence de sa mère et avait acquis l'assurance du protégé de son père. Lorsque l'assistante sociale d'Elisabeth lui a suggéré des visites surveillées, la réponse du garçon a été clinique. Elle a fait ses choix. Je ne veux pas la voir. Le rejet a été absolu et dévastateur. Elisabeth avait tout perdu, sa carrière, son mariage, sa liberté et son statut social. Mais perdre l'amour de son fils fut la conséquence la plus cruelle. Dominique avait tourné la page psychologiquement, la considérant comme un exemple à suivre plutôt que comme un parent méritant de l'affection. Curtis était confronté à des réalités encore plus dures. Ses dettes de jeu avaient atteint 73 000 $ pendant son incarcération, et les créanciers faisaient pression sur sa famille pour qu'elle les rembourse. Ses parents âgés avaient hypothéqué leur maison pour engager son avocat, les laissant financièrement vulnérables à la retraite. Sa sœur cadette avait changé de nom pour se distancier du scandale, coupant définitivement les liens familiaux. Le réseau informel du secteur du bâtiment avait effectivement mis Elisabeth et Curtis sur liste noire. La rumeur s'était répandue dans les associations professionnelles, les revues spécialisées et les réseaux d'entrepreneurs que les traîtres de Gera Holdings étaient inemployables. Leur réputation les précédait à chaque entretien d'embauche, leur assurant un refus avant même qu'ils puissent présenter leurs qualifications. Ce n'est pas seulement une question de conviction, expliquait un ancien collègue lorsqu'Elisabeth a quémandé la moindre offre d'emploi. Salgra a de l'influence auprès de tous les grands entrepreneurs de 3 États. Personne ne veut compromettre ses relations d'affaires en embauchant des personnes qui l'ont trahi. La révélation que l'influence de Salvatore s'étendait au-delà des conséquences juridiques et s'étendait à l'exil professionnel fut dévastatrice. Elisabeth comprit qu'elle n'était pas seulement en concurrence avec d'autres candidats. Elle luttait contre l'hostilité active de l'homme qu'elle avait trahi. Ses perspectives d'emploi n'étaient pas seulement limitées, elles étaient systématiquement anéanties. Mais la vengeance la plus sophistiquée de Salvatore concernait le projet de logement durable lui-même. Le projet conçu par Elisabeth et Curtis se construisait comme prévu, mais avec des modifications qui transformaient leur vision architecturale en un monument à leur échec. Des plaques sur chaque bâtiment attribuaient le mérite de la conception innovante à la division développement durable de Gera Holding, garantissant ainsi que leur travail créatif serait à jamais associé à l'homme qu'ils avaient tenté de duper. Le succès du projet rendit leur exil professionnel plus douloureux encore. Des magazines d'architecture présentèrent le projet et firent leur une, vantant les solutions environnementales et les concepts d'urbanisme innovants d'Elisabeth et Curtis. Leurs idées généraient une reconnaissance industrielle et des profits substantiels pour Salvatore Gera. Il utilise nos conceptions pour gagner des millions alors que nous ne trouvons pas de travail pour nettoyer des bureaux, se plaignit Curtis lors d'une de ses rares conversations téléphoniques avec Elisabeth. La prison avait brisé son esprit et la liberté n'offrait aucun espoir de rédemption. Nous le sous-estimions. Elisabeth répondit avec une compréhension amère. Il ne voulait pas seulement que nous soyons punis, il voulait que nous soyons effacés. L'isolement social était aussi dévastateur que la ruine financière. Leurs anciens amis étaient partis, protégeant leur réputation en évitant les criminels condamnés. Les faire-part de mariage cessaient d'arriver, les connexions sur les réseaux sociaux disparaissaient et les organisations caritatives rayaient discrètement leur nom des listes de donateurs et de bénévoles. L'appartement d'Elisabeth dans la maison de transition était une pièce de 3 mètres sur 3,6 mètres, meublée de façon institutionnelle et dotée d'une unique fenêtre donnant sur un parking. Celle qui avait autrefois conçu des maisons de luxe vivait désormais dans des conditions qu'elle avait auparavant associées aux discussions politiques sur le logement abordable. L'ironie n'échappa à personne, surtout pas à Salvatore Gera, qui recevait régulièrement des nouvelles de sa situation. Au printemps, Elisabeth et Curtis avaient tous deux trouvé un emploi adapté à leur chaîne d'information. Elisabeth travaillait comme concierge de nuit dans un complexe de bureaux, gagnant le salaire minimum tout en nettoyant les toilettes d'immeubles de moindre qualité que celui qu'elle avait conçu. Curtis travaillait comme ouvrier du bâtiment pour un entrepreneur non syndiqué, effectuant des travaux subalternes sur des projets qui utilisaient des raccourcis en matière de sécurité qu'il avait autrefois signalés aux autorités réglementaires. Leur histoire d'amour était devenue un exemple édifiant pour tout le secteur. Des conférences professionnelles incluaient des sessions sur les violations de l'éthique et la criminalité en col blanc, utilisant leur cas comme exemple de la façon dont les relations personnelles pouvaient compromettre le jugement professionnel. Ils étaient devenus des exemples anonymes d'échecs plutôt que des individus reconnus, avec un nom et une réputation. Mais l'aspect le plus cruel de leur punition était peut-être la proximité de leur ancien succès. Le parcours d'Elisabeth comme concierge comprenait le nettoyage des bureaux de cabinets d'architectes qui avaient autrefois concouru pour son partenariat.
Le travail de Curtis dans le bâtiment l'amenait sur des chantiers gérés par des entreprises qui avaient auparavant courtisé son expertise innovante. Ils étaient forcés de constater le monde professionnel qu'ils avaient perdu en effectuant des travaux subalternes pour des personnes qu'ils considéraient autrefois comme leurs pairs. Leur punition n'était pas seulement la pauvreté et l'isolement. C'était un rappel quotidien de leur chute et de l'impossibilité de se racheter. Salvatore Gera avait accompli sa vengeance parfaite. Ses ennemis étaient vivants, conscients, et subissaient des conséquences qui dureraient toute leur vie. Ils n'échapperaient jamais à la prison de réputation qu'il avait bâtie autour d'eux. Ils ne retrouveraient jamais les relations sacrifiées pour leur brève liaison et ne se pardonneraient jamais d'avoir sous-estimé l'homme qu'ils avaient tenté de détruire. Le projet de logement durable fut achevé dans les délais et le budget impartis, générant des profits substantiels pour Gara Holdings tout en utilisant des innovations architecturales que ses créateurs ne seraient jamais reconnus pour avoir développées. L'héritage d'Elizabeth et Curtis seraient les bâtiments qu'ils avaient conçus pour l'homme qui avait méthodiquement détruit leur vie. La justice, telle que Salvatore la comprenait, avait été pleinement rendue. Chapitre 9. Le bilan final. 5 ans après la libération d'Elizabeth de prison fédérale, Salvatore Gera se tenait dans la salle de conférence exécutive du tout nouvel immeuble de bureaux de Gara Holdings, un témoignage de 30 étages de principes de conception durable qui n'avait rien à voir avec l'orientation initiale de son entreprise en matière de construction. Les innovations architecturales d'Elizabeth et Curtis avaient transformé son empire commercial, générant plus de 40 millions de dollars de chiffre d'affaires grâce à des projets sur la côte est. Dominique, aujourd'hui âgé de 14 ans, se tenait aux côtés de son père, étudiant les maquettes architecturales exposées dans la pièce. Le garçon avait hérité de l'intelligence spatiale de sa mère, mais l'avait canalisée grâce à l'esprit stratégique de son père. Ses observations sur l'intégrité structurelle et l'efficacité de la conception impressionnaient les ingénieurs en visite, qui oubliaient qu'il s'adressait à un adolescent. Le projet de logement à Baltimore avance sur le calendrier, rapportait Case lors de leur revue trimestrielle. Le